en premier sujet, comme je l'ai annoncé à titre ce matin, nous parlons du président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie du Niger, le général Abdourahmane Tiani, et son gouvernement qui ont donc pris sur eux de débaptiser les rues, les avenues, les carrefours de leur pays qui portaient encore des noms français. C'est donc terminé, un peu comme pour venir rompre définitivement avec ces liens immatériels qui continuent à maintenir les Nigériens dans une sorte d'esclavage, d'influence et de possession de la France. Albert Anatole ici, j'imagine que c'est une action que vous, les panafricanistes, avez applaudi des deux mains et des deux pieds d'ailleurs. Non, c'est un juste retour des choses à l'endroit. Un juste retour des choses à l'endroit. C'est un juste retour des choses à l'endroit. Et nous saluons cette initiative. Je voudrais vous faire observer, c'est important pour l'histoire et pour la conscience collective. Dans mon pays, le Cameroun, nous avons un compatriote qui a initié cette lutte, qui a commencé cette lutte. Non, nous avons deux compatriotes qui ont commencé cette lutte. Qui sont-ils? Et qui ont été très souvent marginalisés, brutalisés, n'est-ce pas, par l'administration coloniale que nous avons sur place. Nous, coloniales que nous avons sur place ici. Je parle de M. Mbouamassok, Batalon. Le résistant. Que vous connaissez, et qui, justement, a été le précurseur de ce basculement culturel que nous souhaitons, qu'il soit effectivement une réalité dans tous les pays francophones dont les rues et les avenues sont pavoisées des noms de nos bourreaux, de nos génocidaires. Vous avez également M. Essama, qui également fait partie des figures marquantes, n'est-ce pas, de cette lutte contre l'impérialisme culturel au travers les statues, les effigies de nos bourreaux qui pavoisent nos espaces de vie, nos avenues, nos rues. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir dénommer ou baptiser une rue dans la ville de Douala, bien au Cameroun, avenue de Gaulle, ou boulevard des Clercs, ou avenue Kennedy, et des gens qui n'ont rien à voir avec notre histoire, ni avec nos réalités. Alors que précisément, on n'a pas d'avenue Ngbabisogo, qu'on n'a pas de. Il n'y a aucun héros africain qui porte, dont le nom, dont l'avenue porte le nom, ni à Washington, ni en Belgique, ni à Paris. Donc, c'est un juste retour, n'est-ce pas, des choses à l'endroit que nous applaudissons. Et pour aller dans l'analyse de ces faits, nous estimons qu'il s'agit là d'un long processus de décolonisation culturelle qui est amorcé par les révolutionnaires de l'AES. C'est-à-dire rebaptiser, n'est-ce pas, les avenues, les rues ou les monuments de nos pays, de nos États, de nos villes, par les noms des nôtres, qui se sont démarqués et qui ont marqué l'histoire. N'est-ce pas? Du côté, par exemple, du Niger, désormais, vous avez le monument Thomas Sankara. Je crois que là... L'avenue de l'AES. Vous avez l'avenue de l'AES en lieu et place de l'avenue de la francophonie, par exemple. Avenue des peuples de l'AES. L'avenue des peuples de l'AES, ça c'est important. Vous avez, n'est-ce pas, la rue Bakary Djibo. C'est bien pour la conscience collective. Ça veut dire que ça construit l'identité. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'au travers des symboles, des actions objectives, que nous puissions réécrire l'histoire. C'est ça qui est la question. Parce que l'histoire qui a été écrite par les autres, ça nous renvoie à l'histoire du chasseur et de la proie. C'est-à-dire que c'est le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse, alors qu'en réalité c'est la proie, ou bien l'histoire devrait être écrite par les deux. Donc il faut que cette histoire qui a été écrite par les autres et qui a été dévoyée soit réécrite par nous-mêmes et avec notre encre, comme vous l'avez tout à l'heure indiqué.
Ce qui se passe donc du côté, n'est-ce pas, depuis quelques mois, pas seulement hier, depuis quelques mois du côté du Niger, n'est pas seulement parce qu'il s'agit de la France. Il ne s'agit pas que de la France. Parce que dire que c'est parce qu'il s'agit de la France, non, il faut absolument effacer tous les symboles qui renvoient à l'oppression coloniale, à l'oppression de la traite négrière. Il faut effacer tous ces symboles. Peut-être qu'on peut laisser quelques... On peut les mettre dans un musée pour enseigner cela à la génération future. Pour leur dire que ces gens, ils ont souvent prétendu qu'ils étaient venus sur le continent africain en mission civilisatrice. Ce qui est également faux. Mais au contraire, ils sont venus instaurer l'oppression au travers de l'esclavage, la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme. Donc il faut effacer n'est-ce pas, ces stigmates-là absolument. Il faut effacer ces symboles et les classer dans un musée. Ça ne doit pas pavoiser nos rues, nos avenues. Je crois que l'Afrique a joué un rôle majeur, non seulement dans l'essor du continent européen, si vous voulez eurasiatique, mais également dans le bloc occidental. Quand je parle de l'Afrique, je parle des bras valeureux de l'Afrique, c'est-à-dire de l'esclavage à la colonisation. Des deux guerres mondiales que le monde a connues, l'Afrique a joué un rôle déterminant pour la libération des peuples et principalement de la France. Mais paradoxalement, l'Afrique a été toujours placée en arrière-plan. Je crois que nous avons des documents qui circulent en ce qui concerne, par exemple, la libération de Paris ou le débarquement de Normandie. On sait très bien ce qui s'est passé. Ce sont les valeureux africains. Il existe d'autres archives non encore déclassifiées. Bien évidemment. Qui vont plus loin, qui racontent cette histoire-là de manière plus authentique, en tout cas différente de celle qui a été réécrite et qui est enseignée depuis des décennies et qui a contribué à formater les esprits de la génération d'Africains que nous traversons actuellement. J'ai entendu un politicien français de l'extrême droite prétendre que la France ne doit rien à l'Afrique. Je souhaitais rencontrer ce lugubre personnage un jour. C'était un coup d'un débat. Je parle de M. Julien Odoul. C'est un raciste notoire et assumé. Un xénophobe assumé, qui a prétendu sur un plateau, sans aucune contradiction, que la France ne doit rien à l'Afrique parce que la France a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles sur le continent africain. Et pour cette raison, la France ne doit rien à l'Afrique. Mais ce que ce personnage a oublié d'ajouter dans sa désinformation, dans sa manipulation historique, c'est de préciser que lorsque la France est partie, elle a détruit ses infrastructures. Elle a détruit les hôpitaux, elle a détruit les écoles dans certaines régions, dans certains pays, elle a détruit les ponts, elle a détruit les routes, elle a détruit les écoles, même le matériel qu'elle utilise, ce qu'ils appelaient ici, de manière, n'est-ce pas, politiquement correcte, les coopérants, elle détruisait. Au moment où la France est partie, elle a été détruite. Il fallait que ce personnage ajoute cela. Mais c'est fait, il ne peut pas qu'il ignore l'histoire. Je ne suis pas certain qu'il ignore l'histoire. Il fallait qu'il ajoute dans sa manipulation grotesque que l'Afrique a été au cœur de la libération de la France. Il y a quelques semaines, j'ai assisté aux obsèques d'un ancien de la Deuxième Guerre mondiale qui a combattu, un survivant de la Deuxième Guerre mondiale qui a combattu dans l'armée coloniale française, comme ça s'appelait à l'époque, et qui a contribué à la libération de la France. Il est mort pauvre, dans l'anonymat total. Quelque temps plus tard, sa famille nous fait comprendre qu'il fallait la famille ils n'ont pas engagé, n'est-ce pas, les procédures administratives qu'il fallait pour qu'il puisse avoir quelques pécules ou qu'on puisse apporter quelque chose, un soutien quelconque dans l'organisation de ces obsèques. Vous voyez ce qu'on en est. Donc pour revenir à notre thématique,
Je voudrais vous faire comprendre tout simplement que ce qui se passe du côté de l'AES, d'une manière générale, parce que ça se passe également de ce côté-là, pas seulement du côté du Niger, il s'agit d'un juste retour d'histoire et qui doit pouvoir, de notre point de vue, inspirer les dirigeants des autres pays, pas seulement de l'espace francophone, mais également de l'espace anglo-saxon. Il est hors de question, monsieur... Et même lusophone. Bien évidemment, il est hors de question que nos pays, même nos drapeaux, je crois qu'il peut peut-être, il va même falloir changer même nos drapeaux parce que... Et parfois les noms. Pas les noms, non. Dans le cadre, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, dans le contexte camerounais, l'hymne national a été écrit par un Camerounais. En lieu et pas du précédent hymne national qui n'avait rien à voir avec celui que nous chantons, vous et moi, et qui est plus noble, qui est plus parlant et qui est plus symbolique. Il y a une tendance, en tout cas de panafricanistes, qui estime qu'il faut aller plus loin en revoyant les noms, l'étymologie des noms qui ont été bardés, qui ont été donnés aux pays africains, de même que les frontières issues du congrès de Berlin. La conférence de Berlin. De la conférence de Berlin. On revient sur les aspects anthropologiques de l'attribution des noms à des avenues, à des rues. Tout à l'heure, après avoir accueilli cette téléspectateur qui est en ligne et qui frappe déjà à la porte de For You au matin. Téléspectateur en ligne, allô, bonjour. Ouais, bonjour, vous êtes le journaliste. Vraiment, bravo, je suis content ce matin avec l'autorité de Niger ici. Vraiment, je suis debout ce matin avec une forme façon là. Donc, je suis très content. C'est Amadou Traoré depuis Ouagadougou. Merci Amadou nous-mêmes à Ouagadougou, nous, on avait commencé d'éditer à Londres. Il y avait un hôpital aussi qui est burkinabé ici qui s'appelle Hôpital Pédiatrie Charles de Gaulle. On a changé le nom de Thomas Sankara il y a, ça vaut 7 ou bien 8 mois comme ça. Sinon, nous-mêmes, on a déjà donné le coup d'envoi. Vraiment, moi, je suis content, l'autorité. Je voulais que toute l'Afrique fasse comme ça. Parce qu'on ne peut pas aller prendre les noms de celui qui est venu nous piller, nous voler, les dirigeants là, et ceux qui nous chargent notre dignité là, ils n'ont pas de nom, c'est nous. Vraiment, je ne sais même pas que je vais vous saluer ce matin là au nom de Dieu. Tellement que je suis très content ce matin là. Ah non. Vraiment, monsieur le journaliste, je vous salue. Que vive l'Afrique bénie. Vraiment, je suis content ce matin. Wallahi. Merci beaucoup, bonne journée et bon travail. Merci à vous autant et toutes nos salutations aux populations de Ouagadougou, parmi lesquelles nous comptons des milliers de téléspectateurs à Ouagadougou, à Banfora et dans tout le Faso de manière générale. Albert Anatola, ici, je le soulignais tout à l'heure, les anthropologues estiment que les noms qu'on porte, les noms qu'on dit, les appellations qu'on donne ont une puissance, mais immatérielle, mais ontologiquement, qui déploient des énergies spirituelles et qui font précisément en sorte que tout ce qui est fait ne peut être défait si ça ne passe par la débaptisation, comme on assistait là tout à l'heure. Un courant d'anthropologues estime que c'est peut-être ça aurait dû être la première phase de la décolonisation et qu'il n'est pas tard, mais qu'il faut arriver à ce niveau-là, à tout remettre à plat pour revenir à ce que vous avez appelé tout à l'heure un juste retour des choses. Est-ce que vous croyez à la dimension immatérielle que les noms, que les appellations peuvent avoir sur des communautés, sur des pays tout entiers, sur le destin des peuples? Je pense que j'ai dit que c'est un juste retour des choses à l'endroit. Un juste retour des choses à l'endroit parce que c'était à l'envers. Lorsque je parle des choses à l'envers, et vous souvenez, je suis en train de répondre à votre question, Absolument. Et vous souvenez que dans le contexte de la colonisation, la plupart des États, des États africains ont vu leur patrimoine culturel et cultuel pillé. Parce que les symboles de leur tradition, de leur coutume étaient considérés par le colon, surtout le colon en soutane, comme étant des sortilèges, comme étant des talismans, comme étant des pratiques de sorcellerie.
notamment... On a tout fait de classer les objets cultuels et voilà, tout ce qui était spiritualité africaine voilà, c'est ça qui, dans le domaine de la sorcellerie ou alors de la magie noire, quand on veut être plus sophistiqué. Donc, ce patrimoine a été pillé par ces mercenaires en soutane qui, au lieu justement d'amener les Africains à préserver ces riches patrimoines, leur présenter au contraire la Bible. Et nous connaissons tout le mal que la Bible a causé sur le continent africain. Je parle de l'évangélisation. Voilà. Je parle de l'évangélisation. C'est-à-dire, en lieu et place, c'est-à-dire qu'ils ont eu la prétention de nous faire connaître Dieu. Alors que ça également, c'est un gros mensonge. Ce ne sont pas eux qui apprennent aux Africains à connaître Dieu, le Créateur. Les Africains connaissaient déjà Dieu. Au travers, justement... Ne le dément pas. Voilà, c'est-à-dire au travers des objets, au travers des représentations de certains arbres dans la nature, de certains objets. Donc les Africains connaissaient Dieu. Au travers Je crois que s'il y a quelque chose que on peut reconnaître dans n'importe quelle langue en Afrique, c'est le mot Dieu. Ça veut dire que les Africains connaissaient Dieu. Que ces gens ont la prétention d'avoir fait découvrir aux Africains. Ce qui est faux. Ce qui est également un gros mensonge. Donc, ces objets ont été pillés par les pseudo les évangélistes, se sont retrouvés dans leur musée et ça s'y trouve toujours. Maintenant, pour ramener ces objets de pillage et de vol, il nous a imposé des procédures à n'en plus finir. Et ces objets, non seulement ça leur génère beaucoup d'argent dans les musées, et en plus, ça leur génère de l'énergie dont nous avons besoin, parce qu'en réalité, ces affaires-là n'ont pas leur place là-bas. Parce que ça ne rentre pas dans leur cosmogonie. Ce sont les objets qui rentrent dans la cosmogonie africaine. Et donc vous accordez du crédit à cette... Bien évidemment, lorsque les gens parlent du vaudou, il y en a qui parlent du vaudou, qui déforment. Par exemple, le vaudou, il y en a qui déforment. Il s'agit d'une tradition, d'une coutume qu'on retrouve notamment en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Bénin, entre autres. Il y en a qui présentent le vaudou sur son mauvais versant, c'est-à-dire la magie noire. Et c'est fait à dessein parfois. C'est fait à dessein. On pratique également le vaudou dans les Antilles. Il s'agit là d'un héritage que les descendants d'esclaves ont transporté. Au Brésil, à Haïti également, bien évidemment. Le vaudou est abondamment pratiqué. C'est pas si pratiqué. Il y a Jules, ce téléspectateur de la Côte d'Ivoire, si mes notes sont bonnes, qui nous appelle.